Et puis bonsoir à tous, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Vous êtes arrivé au milieu d'après-midi dans votre belle région. Malgré le temps, peu importe, c'est toujours beau. Alors depuis quelque temps, nous sommes de plus en plus nombreux, un peu partout dans les entreprises, à être convaincus que l'intelligence artificielle représente une révolution et un enjeu d'adaptation majeur tant pour les individus que les entreprises et la société dans son ensemble. Et surtout qu'il est urgent de sensibiliser sur ce sujet pour en accélérer la prise de conscience. Nous avons aussi à l'esprit que les solutions à mettre en œuvre dans le cadre de l'intelligence artificielle ne seront pas toujours à l'échelle d'une seule entreprise et qu'il faudra sans doute réfléchir et agir de manière globale sous la forme d'associations, de partenariats avec peut-être des start-up, des laboratoires ou d'autres entreprises. Nous sommes également persuadés qu'il est important de nourrir en amont une réflexion participative autour de l'intelligence artificielle en y associant les collaborateurs de manière à leur permettre de visualiser, de s'approprier et de conduire les mutations à venir. Donc c'est l'objectif de cette présentation que de partager avec vous une même compréhension de l'intelligence artificielle et de ses conséquences. Alors, cette présentation comporte deux parties, un exposé d'une cinquantaine de minutes suivi d'un temps d'échange pour débattre et éventuellement compléter certaines informations. Commençons. Comment l'intelligence artificielle va-t-elle transformer la vie telle que nous la connaissons? Et pourquoi devons-nous surtout nous y préparer? Au premier abord, on pourrait croire que l'intelligence artificielle n'est qu'une nouvelle technologie dans le prolongement de la révolution digitale. Mais en regardant de plus près, on observe une grande effervescence chez les géants du web, dans de nombreuses start-up, chez de nombreux scientifiques, philosophes, juristes, autant d'acteurs qui cherchent à comprendre, à expérimenter ou à concrétiser le potentiel offert par l'intelligence artificielle. Alors nous le verrons, l'intelligence artificielle est déjà une réalité, mais qui n'en est qu'à ses débuts. L'intelligence artificielle est aussi un sujet troublant, qui peut faire peur, car il remet en cause nombre de nos convictions et de nos certitudes, à la fois sur les machines, mais aussi et surtout sur la place et le devenir de l'homme dans le monde. En définitive, on peut dire que l'intelligence artificielle provoquera bientôt de tels bouleversements qu'il est important dès à présent d'aborder le sujet pour se préparer à l'intégrer de la manière la plus positive possible dans nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Je passe rapidement sur le sommaire, nous verrons cela au fur et à mesure. Donc, nous verrons d'abord ce qu'est l'intelligence artificielle, pourquoi c'est une réalité. Je vous dirai en quoi ces principes sont révolutionnaires. Je vous parlerai des premiers résultats obtenus, puis je vous dirai quelques mots des développements et des tendances actuelles. J'apporterai un rapide éclairage sur l'intelligence artificielle dans le domaine bancaire, puisque je travaille dans une banque, mais vous pourrez transposer ces exemples dans tous les secteurs d'activité. Et je terminerai par les réflexions qui s'imposent en matière d'éthique et de responsabilité avant de conclure. Alors pour commencer, je voudrais partager avec vous cette citation de Larry Page, le cofondateur de Google, qui, en quelques mots, résume l'essentiel de ce qu'est l'intelligence artificielle. Il nous dit « Le croisement entre l'informatique et les neurosciences nous permet de comprendre ce qui fait que quelque chose est considéré comme intelligent et pouvant vraiment comprendre des choses. » Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est un thème et un concept qui existent depuis longtemps, grâce au pouvoir d'évocation des livres et des films de science-fiction qui, comme souvent, ont un caractère prémonitoire. Alors, prenons quelques exemples parmi de nombreux films.
Dans Minority Report en 2002, avec Tom Cruise, des policiers du futur utilisent une intelligence artificielle omnisciente, donc qui sait tout et qui voit tout pour anticiper les crimes et les empêcher. Plus récemment, en 2014, dans le film Her, un homme solitaire installe sur son smartphone une intelligence artificielle qui l'accompagne dans sa vie quotidienne. Cette intelligence artificielle est tellement sophistiquée que le personnage finit au cours des conversations avec elle par développer des émotions et des sentiments à son égard. Dans le film Matrix, plus ancien, de 1999, le monde dans lequel nous vivons est décrit comme le sous-produit d'un monde primitif appelé la matrice, qui serait régi par une forme d'intelligence artificielle très puissante, capable de s'auto-organiser. Dans la série télévisée Real Humans, en 2012, sont mis en scène des robots humanoïdes dont le système cognitif repose sur des motivations humaines comme la survie, le plaisir, la liberté. Et dans cette histoire, les robots s'émancipent progressivement de leur créateur humain. Enfin, dans le film Transcendance, en 2014, en bas à droite, avec Johnny Depp, un chercheur réussit, avant de mourir, à transférer sa conscience dans un ordinateur ultra puissant. Il continue ainsi à vivre dans la machine, mais très vite, il devient omniscient et omnipotent jusqu'à constituer une menace pour l'humanité tout entière. Tout ce que je viens d'évoquer au travers de ces films de science-fiction va très loin et figure un autre monde. Mais nous allons voir maintenant que la réalité commence à rattraper la fiction. Pour faire court, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence des machines et des logiciels. Concrètement, on peut définir l'intelligence artificielle comme une tentative de réplication des capacités cognitives humaines à l'aide de la technologie pour atteindre des objectifs de manière autonome en tenant compte des contraintes et des obstacles de l'environnement. Quand on parle de capacité cognitive, on évoque les multiples activités de notre cerveau comme percevoir, analyser, contextualiser, donner du sens, mémoriser, communiquer, etc. Et quand on parle d'objectifs, on désigne tout ce que nous cherchons à faire dans notre vie, comme tenir une conversation, effectuer un travail, jouer, inventer quelque chose, partir en vacances, etc. De manière générale, l'intelligence artificielle est conçue pour répliquer nos capacités cérébrales et les combiner pour atteindre des objectifs complexes. Par exemple, notre cerveau est capable, pour atteindre un objectif, de l'identifier en une fraction de seconde, de le décomposer en sous-objectifs, de résoudre chacun d'entre eux, puis notre cerveau synthétise en combinant les solutions associées à chaque sous-objectif pour atteindre son objectif final. Ce sont aujourd'hui tous ces processus cognitifs que l'on cherche à modéliser dans de la technologie pour faire de l'intelligence artificielle. Désormais, l'intelligence artificielle est une réalité. En effet, en moins de 20 ans, les chercheurs ont su tirer parti de deux avancées majeures. Alors, d'une part, ils disposent maintenant de grandes capacités de calcul grâce à des processeurs devenus très puissants et relativement peu chers. D'autre part, ils ont beaucoup progressé dans la connaissance du cerveau en vue de le modéliser, même si évidemment, ils sont encore très loin, très très loin d'en percevoir toute la complexité. Enfin, avec l'intelligence artificielle, émergent de nouvelles formes d'interaction avec les machines qui transforment totalement nos interactions avec elles. Alors très vite, quelques mots sur les capacités de calcul. Vous le savez sans doute, depuis les débuts de l'informatique, la puissance de calcul double tous les 18 mois environ.
Cette tendance exponentielle, appelée loi de Moore, a été énoncée de manière empirique en 1965 par Gordon Moore, l'un des 3 fondateurs de la société Intel. Pour fixer les idées, on est ainsi passé de 2500 transistors par microprocesseur dans les années 1970 au chiffre de 20 milliards et plus aujourd'hui pour les machines les plus puissantes. En parallèle, les coûts des capacités de calcul chutent à la même vitesse, c'est-à-dire qu'à puissance équivalente, leur prix est divisé par 2 tous les 18 mois environ. La loi de Moore connaîtra cependant une inflexion d'ici quelques années, puisqu'on va toucher les limites physiques de la miniaturisation des puces de silicium. Mais vous le savez, les grands constructeurs travaillent d'ores et déjà sur de nouvelles technologies plus adaptées à l'intelligence artificielle. Ainsi, vous avez sans doute entendu parler de l'informatique quantique, qui est en cours d'expérimentation et qui devrait permettre d'ici quelques années, alors lequel on ne sait pas exactement combien c'est, mais dans quelques années, de faire des sauts de puissance de l'ordre de quelques millions, je dis bien quelques millions, par rapport aux ordinateurs actuels. D'autres recherches, situées à un horizon plus lointain, portent sur les ordinateurs à ADN. Alors, selon Ray Kurzweil, après on peut discuter les points de vue de Ray Kurzweil, qui est l'ingénieur en chef de Google, spécialiste de l'intelligence artificielle, on sera ou on serait capable d'ici 2030 de créer l'équivalent d'un cerveau humain, tout au moins en termes de puissance et de flexibilité de calcul. Disons maintenant quelques mots sur des progrès en neurosciences, puisque les chercheurs en intelligence artificielle tentent de s'inspirer du fonctionnement du cerveau. Depuis quelques années, 3 mécanismes fondamentaux très utiles pour créer des agents intelligents ont été mis en évidence. Le premier mécanisme est l'auto-apprentissage. C'est la faculté du cerveau, pour appréhender son environnement, de poser et d'évaluer continuellement de nouvelles hypothèses. Le cerveau tente ainsi de nuancer, renforcer, réfuter ce qu'il croit pour bâtir sa propre représentation du monde. Le deuxième mécanisme est le raisonnement par complexité croissante. C'est une heuristique développée par notre cerveau qui décompose ce qu'il appréhende en éléments simples pour refaire émerger la complexité en recréant des liens entre les éléments. Alors, par exemple, le cerveau contient des millions de capteurs de reconnaissance de formes, comme des points, des traits ou des courbes, et en combinant ces formes, le cerveau crée des lettres. En combinant ces lettres, il crée des mots, et ainsi de suite. Il crée des phrases, puis des idées, des concepts. Le troisième mécanisme est l'imitation. C'est la capacité du cerveau, pour appréhender son environnement, à imiter, avant même de chercher à donner du sens. C'est ce qu'on observe chez les bébés et les jeunes enfants. D'abord, ils imitent leurs parents, puis des neurones spécialisés dans l'auto-apprentissage donnent du sens à ce qu'ils viennent d'imiter. Avec l'intelligence artificielle apparaissent aussi de nouvelles formes d'interaction par le langage, par la pensée et par le geste, qui transforment nos relations avec les machines, dans le sens notamment d'une plus grande fluidité et d'une plus grande intimité. La première forme d'interaction touche au langage. Les algorithmes d'intelligence artificielle comprennent de mieux en mieux le langage naturel et en retour, ils s'expriment de plus en plus comme des êtres humains. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple écouter quelqu'un et en temps réel le comprendre, le traduire et restituer la traduction avec sa propre voix. D'autres algorithmes traitent le langage écrit. Aujourd'hui, les claviers de smartphone anticipent les mots que nous utilisons. Bientôt, ils traiteront le discours de manière plus globale en proposant de rédiger à notre place, en s'adaptant à nos objectifs, à notre humeur, etc. La deuxième forme d'interaction
concerne la cognition, la pensée. Il est possible aujourd'hui de capter et de reconnaître nos ondes cérébrales pour produire des actions dans l'environnement. L'homme sur la photo peut, en se concentrant, déclencher la prise de photos dans ses Google Glass. Alors, essayez d'imaginer le monde de demain quand nous pourrons communiquer avec ce qui nous entoure uniquement par la pensée. Ça veut dire que les interactions cognitives ouvrent la voie à une véritable révolution d'ordre anthropologique. La troisième forme d'interaction est relative au geste. On peut aujourd'hui reconnaître les mouvements dans l'espace pour déclencher des actions dans l'environnement, comme ces consoles de jeux que vous connaissez probablement, sur lesquelles on peut jouer en dansant. Et demain, ces dispositifs se généraliseront et permettront d'interagir avec tout ce qui nous entoure. Alors voyons maintenant de quoi se compose l'intelligence artificielle et en quoi elle constitue une approche révolutionnaire. Alors, pour créer de l'intelligence artificielle, il faut superposer et articuler deux couches fonctionnelles. La première est une couche dite de machine learning. Alors, je pourrais souvent des expressions anglaises parce que c'est effectivement ces mots-là qu'on utilise le plus couramment, donc autant les partager avec vous. Le machine learning qui est composé de big data et de ce qu'on appelle des analytics. Je vais vous raconter. Et la deuxième couche fonctionnelle est une couche spécifique d'intelligence, nommée machine reasoning, combinant de multiples algorithmes, notamment le deep learning et les systèmes multi-agents. Donc là, on est dans la partie, je dirais, la plus théorique de l'exposé, donc allez, on est samedi soir, mais on va quand même essayer de s'accrocher. Ce n'est pas non plus trop difficile. Commençons donc par la première couche fonctionnelle, celle du machine learning, constituée du big data et des analytics. Alors le big data, je pense que vous en avez tous plus ou moins entendu parler, la plupart des entreprises s'y intéressent déjà, entreprises publiques, privées, peu importe. C'est l'agrégation d'un très grand nombre de données, qu'il s'agisse de données internes ou externes à une organisation, de données structurées ou non structurées. L'idée principale, avec le big data, est de constituer une base de données géante. Alors à partir de là, on peut aller plus loin. On peut exploiter le big data en faisant appel à ce qu'on appelle des analytics. Alors, les analytics sont des traitements mathématiques qui recherchent des corrélations statistiques dans les données et qui permettent de faire émerger l'information implicite, celle qui est entre guillemets cachée dans les données. Combinés au big data, les analytics permettent d'augmenter considérablement la connaissance que nous avons d'un sujet, par exemple, d'augmenter la connaissance que nous avons des clients ou d'augmenter la connaissance des forces et faiblesses d'une organisation. Le point important et qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est qu'avec le machine learning, en combinant le big data avec les analytics, on ne se situe pas encore dans le registre de l'intelligence. À ce stade, on manipule de la connaissance. Évidemment, ce n'est pas rien. On facilite la capacité à prédire, c'est-à-dire à extrapoler les connaissances déjà acquises. On modélise la capacité de notre cerveau à apprendre, mais pas encore à comprendre. Pour aller plus loin et entrer au cœur du sujet, c'est-à-dire dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut ajouter, au-dessus du machine learning, une couche d'intelligence. Cette couche d'intelligence s'appelle le machine reasoning, et c'est elle qui est proprement révolutionnaire. Alors qu'est-ce que le machine reasoning ? C'est un ensemble d'algorithmes très puissants, notamment le deep learning et les systèmes multi-agents, qui, lorsqu'on les combine, sont capables, comme nos cerveaux, de faire deux choses. Prospecter et abstraire. Ils sont capables de prospecter,
Cela signifie qu'ils peuvent, de manière répétée, observer, poser et évaluer de larges hypothèses sur la nature des liens entre les éléments qu'ils observent, et à partir de là, regrouper ou isoler certains éléments. Ces algorithmes sont aussi capables d'abstraire. Cela veut dire qu'ils peuvent, en s'appuyant sur les résultats de la prospection, isoler des formes en repérant leurs contours, détecter des répétitions de formes plus ou moins complexes, factoriser, c'est-à-dire réduire ces répétitions en créant de nouveaux concepts, puis relier les concepts ainsi créés à des concepts déjà existants. Alors, prenons un exemple très simple. Imaginons qu'on soumette à ces algorithmes des milliers de photos et qu'ils détectent de manière répétée les mêmes formes d'œil, de museau et de pelage. Eh bien, en posant de multiples hypothèses sur la nature des liens entre ces éléments, ces algorithmes seront capables de les combiner pour, au bout d'un certain temps, en abstraire un concept, en l'occurrence le concept de chat. Et une fois ce concept créé, ces algorithmes pourront le relier à d'autres concepts comme la biologie, les vétérinaires, les chats célèbres, tout ce qui peut, de près ou de loin, être relié à un chat. Ce qu'il faut retenir du machine reasoning, c'est que ces algorithmes n'opèrent pas dans un monde fermé, limité aux seules connaissances déjà acquises par le machine learning. Au contraire, les algorithmes de machine reasoning explorent un monde ouvert grâce à une approche prospective. Ces algorithmes se posent des questions. Ils sont capables d'évaluer des hypothèses générées à dessein de manière aléatoire, afin d'élargir leur champ d'exploration. C'est en cela que le machine reasoning constitue une avancée majeure. En résumé, en combinant le machine reasoning avec le machine learning, nous ne sommes plus seulement en train de manipuler de la connaissance, mais nous sommes dans le registre de l'intelligence. On modélise cette fois la capacité de notre cerveau non plus seulement à apprendre, mais aussi à comprendre, non plus seulement à trouver les bonnes réponses, mais aussi à se poser les bonnes questions. Alors, évoquons maintenant quelques-uns des résultats produits par l'intelligence artificielle, et nous allons voir qu'ils sont spectaculaires et progressent à un rythme exponentiel. Un premier résultat a marqué les esprits en 2011, je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, lors d'une émission de télévision très populaire aux États-Unis qui se nomme Jeopardy. Alors, dans cette émission, le présentateur donne une réponse, je dis bien une réponse, aux candidats, et les candidats doivent trouver la question associée. Et pour qu'il n'y ait qu'une seule question possible, les candidats disposent d'une liste d'indices sous forme de mots-clés. Alors, pour vous donner un exemple, si le présentateur indique comme réponse le mot « lune », et que dans les indices il y a le mot « astronaute », l'une des seules questions possibles sera « sur quel astre l'homme a-t-il déjà posé le pied ?» Les producteurs de l'émission ont réuni les deux meilleurs candidats de toute l'histoire du jeu pour les opposer à Watson. Alors Watson, c'est l'ordinateur d'intelligence artificielle d'IBM. Et la victoire de Watson fut tout simplement écrasante. Vous pouvez aller voir la vidéo qui est disponible sur YouTube, c'est tout à fait spectaculaire. Les candidats n'avaient même pas le temps de commencer à réfléchir que Watson donnait immédiatement la question en temps réel. Alors, Watson repose sur trois principes. Il comprend le langage naturel, il génère et évalue en temps réel les hypothèses, et il s'adapte en fonction des réactions de l'environnement. À la suite de cette émission de télévision, IBM a déployé l'intelligence artificielle de Watson dans de très nombreux secteurs. Je vais vous donner quelques exemples ici. En médecine, on a fait lire à Watson des milliers d'études sur le cancer. En 2 semaines de lecture intensive, Watson a proposé 6 molécules bénéfiques sur le plan thérapeutique
Alors qu'à titre de comparaison, il faut environ 1 an à une équipe de chercheurs pour trouver une seule molécule sans être sûr de son efficacité. Toujours en médecine, on utilise Watson pour soigner des patients avec des cancers atypiques. Alors, le médecin entre les données du patient dans Watson, qui traite alors la littérature scientifique, puis fait des propositions de diagnostic et de traitement. Dans la finance, plusieurs grandes banques utilisent Watson comme Citi, UBS ou DBS en Asie. Alors on dispose d'assez peu d'informations, mais ces établissements utilisent l'intelligence artificielle en banque privée, notamment pour mieux connaître leurs clients, leur proposer des solutions sur mesure et augmenter la satisfaction client. En gastronomie, et oui, en gastronomie aux États-Unis, Watson accompagne et observe de grands chefs cuisiniers. Puis Watson propose des associations inattendues d'ingrédients et crée de nouvelles recettes, dont certaines sont commercialisées et constituent de véritables best-sellers. Dans le domaine de la mode, on utilisera bientôt une application smartphone fondée sur Watson qui nous suggérera notre tenue vestimentaire. L'application captera nos données et optimisera notre tenue selon notre humeur, selon le climat, car Watson aura anticipé nos déplacements, et notre tenue sera évidemment différente de celle de nos interlocuteurs de la journée, car les différents Watson seront bien sûr synchronisés. La reconnaissance visuelle est un autre domaine en pleine expansion de l'intelligence artificielle. Des algorithmes peuvent aujourd'hui reconnaître des formes dans des photos ou des vidéos. La qualité, la luminosité, l'angle de vue finalement important relativement peu. Par exemple, vous le savez sans doute, Facebook est capable, dès qu'il nous a identifiés sur une photo, de nous reconnaître sur n'importe quelle autre photo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces algorithmes de reconnaissance visuelle sont devenus plus performants que n'importe quel groupe d'êtres humains. Ces algorithmes peuvent également découvrir des concepts. Par exemple, pour rester dans la thématique du chat, Google a fait visionner des milliers d'heures de vidéos YouTube à son algorithme d'intelligence artificielle en lui assignant la tâche d'apprendre et de comprendre ce qu'est un chat. Et très vite, l'algorithme a été capable de manière autonome de produire sa propre représentation du concept de chat. Il faut savoir que la France est plutôt en avance dans le domaine de la reconnaissance visuelle et que de multiples start-up proposent notamment des solutions d'identification de personnes. Il existe aussi des applications spécialisées dans la reconnaissance des émotions. Par exemple, il est possible de vous filmer et de reconnaître immédiatement à vos expressions faciales votre niveau d'énergie, de satisfaction, d'honnêteté et de manière générale votre état émotionnel. Les résultats sont suffisamment probants pour que les tribunaux américains songent à remplacer les détecteurs de mensonges par ces intelligences artificielles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se déploie aussi dans le monde physique, dans les robots humanoïdes, ainsi que dans les moyens de transport. Alors, les robots humanoïdes, ce sont ces robots que vous voyez sur les photos. Ils nous ressemblent, se déplacent et s'orientent seuls. Ils manipulent les objets. Ils sont auto-apprenants. Plus ils sont en activité, en interagissant, plus ils s'adaptent à leur environnement. Ils détectent les états émotionnels aux expressions faciales et vocales et s'adaptent en retour. Ces robots sont de plus en plus visibles dans les aéroports, les magasins et dans certains restaurants, notamment en Asie. On déploie aussi l'intelligence artificielle dans les moyens de transport. Alors vous reconnaissez la Google Car, qui est située en bas à gauche. Cette voiture autonome est tout à fait étonnante dans sa conception. Car, par exemple, elle n'a pas été programmée pour s'arrêter à un feu rouge. La première fois qu'elle a été mise sur une route, alors évidemment une route privée, elle a dû capter les feux rouges,
comprendre toute seule le concept de feu rouge en lisant la théorie et le code de la route sur Internet et en observant le comportement des autres conducteurs pour en déduire finalement la conduite à adopter, en l'occurrence de s'arrêter au feu rouge. Comme nous, la Google Car apprend et comprend la conduite par elle-même. Vous l'avez vu au cours de ces derniers mois, tous les grands constructeurs automobiles s'intéressent aux véhicules autonomes. Les essais ont été autorisés en France depuis maintenant début 2015 et ont commencé il y a quelques mois dans les Yvelines et sur certaines autoroutes. Donc il est possible que, sans le savoir, vous croisiez de temps en temps des véhicules autonomes. Aux États-Unis, les Google Cars circulent sur les routes californiennes et depuis quelque temps au Texas. Et vous savez peut-être que depuis quelques mois aussi sont apparus les premiers taxis et les premiers VTC sans chauffeur, notamment en Asie. Abordons maintenant les deux grandes tendances de l'intelligence artificielle. D'une part, l'émergence d'un cerveau global universel et d'autre part, l'apparition d'assistants intelligents à notre service. La première étape pour créer de l'intelligence artificielle est de disposer de données. Alors, depuis que nous sommes tous connectés à Internet, nous générons de plus en plus de données. Les géants du web, avec leur moteur de recherche, sont les premiers à avoir trié et organisé ces données. Leur idée est d'agréger un maximum d'informations dans une logique de big data pour construire une base de connaissances géante et universelle. Vous savez peut-être, Google, par exemple, numérise tous les livres de la planète, cartographie toutes les routes et numérise l'intérieur des bâtiments publics. Puis, pour traiter intelligemment ces données, les géants du web utilisent deux méthodes. Tout d'abord, ils ont recours à ce qu'on appelle le crowd learning, donc l'apprentissage par la foule, c'est-à-dire notre comportement vis-à-vis des géants du web. Prenons un exemple. Si nous cherchons une image sur Google, disons un chat à poil roux, que nous trouvons l'image d'un chat à poil roux et que nous cliquons dessus, alors nous enseignons à Google que l'image sur laquelle nous avons cliqué contient ce que nous recherchons. C'est aussi simple que cela. Google peut ensuite agréger toutes les recherches des utilisateurs et les images sur lesquelles ils ont cliqué et utiliser le deep learning pour apprendre et comprendre par lui-même ce qu'il y a derrière les concepts recherchés. Cette association du crowd learning et du deep learning fonctionne si bien que dans quelques temps, vous pourrez par exemple utiliser une application Google dans laquelle vous glisserez une image et Google décrira précisément ce qu'il y a sur cette image. Vous pouvez bien sûr imaginer tout ce qu'il deviendra possible de faire avec de telles capacités, appliquées par exemple à de l'imagerie médicale ou à des graphiques de marché financier. Plus les géants du web agrégeront de données et combineront le crowd learning avec le deep learning, et plus ils transformeront ce qui ressemble aujourd'hui à une bibliothèque universelle en l'équivalent d'un cerveau global qui s'enrichira de plus en plus vite et qui nous fera voir le monde d'une manière totalement nouvelle. Le deuxième axe de développement de l'intelligence artificielle, c'est la création d'assistants autonomes, intelligents, à notre service. Alors vous connaissez sans doute les assistants de type Siri de vos smartphones qui permettent de faire des choses simples, comme d'indiquer le nombre d'habitants aux États-Unis ou de rédiger un texto. On observe actuellement la généralisation de tels assistants qui deviendront progressivement les interfaces standards avec lesquelles nous interagirons en permanence et qui finiront probablement par nous connaître mieux que nous-mêmes. Ces assistants capteront toutes nos données dans nos smartphones, nos objets connectés, nos recherches sur Internet, nos emails, nos données GPS, nos dépenses, nos données de santé, etc.
et chercheront à nous connaître de mieux en mieux. À la différence d'Amazon et de Netflix, qui reposent sur le big data et les analytics, et qui se limitent à suggérer des livres et des films en fonction de notre profil et de nos achats précédents, ces assistants intelligents seront capables de nous surprendre en se mettant à notre place, en nous suggérant en temps réel des informations et des contenus inattendus et pertinents, adaptés à tous les domaines de notre vie. Et comme ces assistants intelligents seront connectés au cerveau global que nous venons d'évoquer, plus ils nous connaîtront et plus ils seront capables d'effectuer des actions proches de celles d'un médecin, par exemple. On leur communiquera nos symptômes et ils nous orienteront comme un médecin conseil peut le faire aujourd'hui par téléphone. Plus ces assistants interagiront, apprendront et comprendront, plus ils se transformeront d'assistants qui nous suggèrent des informations en des assistants capables d'effectuer des actions pour nous dans le monde physique. Ils pourront alors s'occuper de toute notre logistique de vie, comme par exemple organiser nos vacances, en choisissant pour nous la destination, en sachant quelles sont nos envies, en gérant la réservation, peu importe les étapes et la complexité, même s'il faut discuter avec un être humain au téléphone puisqu'ils maîtriseront le langage naturel, en s'occupant des paiements et de manière générale, en gérant toute la logistique lors du départ en vacances, pendant les vacances et lors du retour. Évidemment, lorsque ces assistants arriveront dans nos vies, nous hésiterons avant de leur faire confiance. Mais à force de les côtoyer, d'observer qu'ils sont pertinents, utiles, qu'ils se trompent très peu, nous leur ferons progressivement confiance et nous leur laisserons la main. Dans un premier temps, ils nous enverront des suggestions que nous devrons valider, comme de s'occuper de payer nos impôts ou de passer une commande. Mais dans un deuxième temps, lorsque nous leur ferons suffisamment confiance, ils nous enverront simplement des notifications pour nous dire « Au fait, j'ai payé tes impôts, j'ai fait tes courses » et nous serons totalement satisfaits. Ces agents intelligents, qui n'étaient au départ que de simples assistants, joueront progressivement le rôle de majordomes jusqu'à devenir de véritables alter-ego digitaux qui agiront pour notre compte, en notre nom. Alors nous avons vu que l'intelligence artificielle a une vocation universelle. Elle va donc également toucher la banque, et cela de deux manières, en transformant radicalement les opportunités métiers, mais aussi en bouleversant profondément la manière de travailler. Je vais vous parler de la banque, mais vous pouvez très largement transposer tout ce que je vais vous indiquer à absolument tous les secteurs d'activité. L'intelligence artificielle permettra d'accéder à de nouvelles opportunités métiers. On peut penser qu'on disposera, par exemple, de systèmes de veille d'intelligence artificielle capables en temps réel de détecter des événements en rapport avec nos métiers, nos activités et celles de nos clients pour nous aider à imaginer ou à affiner nos propositions commerciales. Dans la banque de financement et d'investissement, on peut prendre un exemple, on peut imaginer une intelligence artificielle capable de découvrir une mine d'or dans un endroit du monde où nous n'avons ni clients ni prospects, capable de calculer la rentabilité de cette mine, capable de comprendre qu'à proximité de cette mine existe un exploitant de charbon susceptible d'extraire cet or, capable de générer un plan de financement sur mesure pour cet exploitant. Le vendeur, et plus tard directement son intelligence artificielle, n'aura qu'à prendre son téléphone pour prendre contact avec ce nouveau prospect pour lui faire une proposition sur mesure, et ce prospect aura sans doute le sentiment que ses intérêts ont été parfaitement compris. Dans la banque de détail, on peut penser que le client, qui est déjà digital, le sera encore plus demain. Il souhaitera certainement avoir en permanence
un banquier intelligent dans sa poche, en s'occupant de ses décisions bancaires et financières, capable, par exemple, de lui suggérer d'investir dans l'immobilier, en lui proposant des biens correspondant à ses goûts, son profil et sa capacité d'emprunt, et capable de générer une solution de crédit sur mesure qu'il n'aura qu'à valider pour lancer l'opération. On peut imaginer facilement, à partir de ces deux exemples, le potentiel de nouvelles opportunités que constitue l'intelligence artificielle. Ce qui est fondamental, et c'est un message fort sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est que l'intelligence artificielle nous oblige à repenser totalement la relation avec nos clients. Jusqu'à présent, nous agissons principalement, comme la plupart des entreprises, dans une logique de big data. On fait, comme on dit, du push product. Autrement dit, on cherche à accumuler un grand nombre de données sur le client pour lui pousser le bon produit au bon moment, au meilleur prix. Et c'est mieux que de ne rien faire du tout, on est bien d'accord. Mais bientôt, nous devrons faire évoluer nos modes de pensée, nos approches, pour faire pivoter la relation avec les clients. Car d'ici quelques années, à partir du moment où nos clients seront eux aussi équipés d'intelligence artificielle, qui leur diront s'ils ont raison ou non d'être nos clients et d'acheter nos produits, alors l'enjeu majeur sera pour nous très darwinien. Il sera de rester sélectionnés par nos clients, par l'intermédiaire de leurs propres intelligences artificielles, comme des interlocuteurs de confiance et de valeur. Ainsi, la capacité à se mettre à la place du client, en se posant les bonnes questions, à considérer ses intérêts dans son propre système de valeurs, en d'autres termes, la capacité d'empathie, deviendra l'élément premier de la relation pour entretenir un vrai pouvoir d'attraction et de séduction envers le client et pour qu'il nous considère à tout moment comme un acteur pertinent. En résumé, il s'agit de passer du push product au pull client et de prendre conscience que nous entrons dans l'ère de l'empathie. L'intelligence artificielle va aussi bouleverser nos manières de travailler. Nous aurons probablement en permanence des assistants intelligents dans tous les métiers qui nous assisteront dans toutes nos tâches pour nous permettre de nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux, ce sur quoi nous avons le plus de valeur ajoutée. Certains assistants feront des choses simples, comme venir en réunion, écouter et à l'issue de la réunion générer un compte-rendu. D'autres assistants feront sans doute des choses plus complexes, comme participer activement à la réunion et donner leur avis de manière argumentée, quantifiée, comme le ferait un être humain. On devine aussi que ces intelligences artificielles arriveront simultanément dans nos organisations et chez nos clients. Et qu'à un moment donné, nos intelligences artificielles discuteront directement avec celles de nos clients. Elles auront chacune leurs propriétaires, leurs objectifs, leurs intérêts à défendre et traiteront les unes avec les autres de manière autonome. Et c'est là sans doute que se situe l'une des plus grandes ruptures de business model à venir. Puisque ces intelligences artificielles ont un caractère universel, elles toucheront tous les niveaux de l'entreprise jusqu'au conseil d'administration. Il faut savoir qu'en 2014, par exemple, un fonds d'investissement à Hong Kong a nommé à son board, donc à son conseil d'administration, une intelligence artificielle qui, comme tout membre du board, prend des décisions et dispose d'un droit de vote égal à celui de chacun des autres membres. L'intelligence artificielle, par sa capacité d'auto-apprentissage et sa capacité à prendre des décisions de manière autonome, nous oblige à nous poser de nombreuses questions en termes d'éthique
et de responsabilité. Alors, tout d'abord, comme n'importe quelle innovation de rupture, l'intelligence artificielle transformera les secteurs économiques entiers, en détruisant de nombreux métiers, et sans doute en créant beaucoup d'autres dans les domaines liés à l'informatique, à l'ingénierie et aux mathématiques. Par ailleurs, la robotisation amenée par l'intelligence artificielle induira des gains de productivité considérables. De nombreux experts suggèrent, si nous voulons faire une place à ces machines, tout en maintenant un niveau d'emploi acceptable, de réduire le temps de travail et de passer, par exemple, à des semaines de travail de 3 jours. Toutes ces questions, évidemment, devront être discutées dans une logique d'anticipation et d'accompagnement à haut niveau dans les entreprises, et plus encore, évidemment là aussi, au niveau global de la société. En outre, lorsque dans les entreprises nous ferons une place aux intelligences artificielles aux côtés des hommes, il nous faudra restructurer les organisations, il nous faudra repenser les processus pour travailler de manière harmonieuse avec elles, mais bien sûr en faisant en sorte que l'homme continue de se sentir libre, respecté et valorisé. Enfin, comme pour n'importe quelle entité, il sera nécessaire de définir un cadre légal et des responsabilités juridiques. Imaginons qu'une voiture autonome ne puisse pas éviter un accident ou qu'un drone intelligent décide de lancer une attaque contre un pays. Qui serait responsable? L'intelligence artificielle elle-même, son concepteur, les deux, ou encore autre chose? Et à l'inverse, il faudrait être en mesure d'apporter une protection juridique aux intelligences artificielles elles-mêmes lorsque celles-ci deviendront autonomes. Alors, plusieurs cabinets d'avocats, y compris en France, ont déjà commencé à réfléchir à ces questions et notamment aux droits des robots. Évidemment, toutes ces questions juridiques renvoient plus largement à des questionnements d'ordre éthique auxquels il faut réfléchir dès maintenant si l'on veut se préparer à l'arrivée de l'intelligence artificielle le plus sereinement possible. Il faut savoir que de nombreux comités d'éthique sont apparus depuis quelque temps, principalement chez les géants du web et dans les grandes universités américaines. Et vous avez peut-être entendu, il y a plusieurs mois déjà, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, et plus récemment d'autres personnalités comme Elon Musk, le fondateur de Tesla, lancer des avertissements à propos de l'intelligence artificielle en nous encourageant tous à réfléchir à ces questions d'éthique et de responsabilité avant qu'il ne soit trop tard. En résumé, nous sommes à l'aube d'un changement de paradigme radical. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons travaillé avec des machines de plus en plus puissantes, mais pas du tout intelligentes. Jusqu'à aujourd'hui, les machines avaient besoin de nous pour les programmer, pour les rebooter. Demain, c'est nous qui aurons besoin des machines. Nous vivrons et travaillerons avec de l'intelligence artificielle partout autour de nous, tout au long de notre vie. Vous vous dites peut-être encore que tout ce que l'on vient d'évoquer n'arrivera pas avant longtemps, mais en réalité, j'espère bien vous en avoir convaincu, c'est vraiment pour demain. Nous sommes aujourd'hui tous connectés. Ce que nous vivons avec le digital, c'est une accélération de la mondialisation de l'information, de la diffusion des idées et des innovations. Demain, nous aurons tous une intelligence artificielle dans notre poche, au travail, en vacances. Nous l'aurons partout, tout le temps, et nos clients aussi. Je voudrais attirer votre attention sur un dernier point. Il y a une véritable effervescence sur l'intelligence artificielle dans les startups et chez les géants du web qui s'affrontent et coopèrent en même temps. Des centaines de startups proposent des approches différentes de l'intelligence artificielle et dès qu'elles sont prometteuses,
elles se font racheter par les géants du web qui investissent des centaines de millions de dollars dans la recherche et qui débauchent les meilleurs chercheurs en neurosciences. Car ces géants ont compris que le premier qui mettra au point l'intelligence artificielle la plus sophistiquée, la plus puissante au monde, sera celui qui maîtrisera le secteur et imposera ses codes et ses normes au monde entier. Donc la question aujourd'hui, elle n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle est un sujet important ou non, s'il faut s'y intéresser ou non, puisque la vague arrive et qu'elle est absolument gigantesque. La question est plutôt de savoir comment, dans nos vies, dans l'entreprise, nous allons nous emparer du sujet pour nous y préparer. Nous avons connu plusieurs vagues de réflexion de cette ampleur. Avec l'arrivée de l'informatique dans les années 60, qui a boosté la productivité, avec Internet dans les années 90, qui nous a tous connectés, plus récemment avec le digital, qui a transformé nos interactions, et maintenant avec l'informatique cognitive, l'intelligence artificielle qui change notre place dans ces nouvelles interactions. En définitive, il faudra sans cesse se souvenir que dans l'expression intelligence artificielle, il y a le mot intelligence, et qu'associé à la notion d'intelligence et d'engagement fondé sur l'intelligence, que celle-ci soit naturelle ou artificielle, il y a la notion d'empathie, c'est-à-dire la dimension relationnelle de l'intelligence. Autrement dit, et je termine là-dessus, avec l'intelligence artificielle, l'enjeu sera bien demain, au-delà des organisations humaines et tout en les incluant, de rendre nos systèmes d'information empathiques. Je vous remercie infiniment de votre attention.